Dans ce numéro de la revue XXe siècle est consacré au renouvellement que connaît l'historiographie espagnole de la guerre civile et du franquisme depuis la fin des années 90, c'est-à-dire une période marquée par de fortes mobilisations en faveur de ce que les Espagnols ont appelé la récupération de la mémoire historique. Nous nous sommes interrogés sur les effets que ce mouvement mémoriel a pu avoir sur le travail des historiens, mais aussi sur d'autres déterminants du changement historiographique, et notamment le dialogue avec l'histoire européenne des dictatures, dans le cadre d'une recherche internationalisée. Espagnoles. Franco ha muerto. Espagnol, Franco est mort. Se difunde con rapidez. La nouvelle attendue s'est propagée rapidement. Tous les médias d'information ont lancé des éditions spéciales. Des tirages exceptionnels des journaux ont rapidement été épuisés. L'Espagne et le monde sont dans l'expectative. Quelques heures après sa mort, le corps a été transféré au Palais du Pardo, où une messe a été officiée par le cardinal Enrique Itarancón, messe à laquelle a assisté la famille, le Conseil du Royaume et le Prince d'Espagne. Donc à la mort de Franco, le régime évolue vers une démocratie au cours d'une transition qui est pactée entre le secteur réformiste du régime franquiste et les forces d'opposition. Pactée, alors c'est évidemment très discuté par l'historiographie puisque la société civile fait irruption aussi au cours de et agit au cours de ce processus, mais cela conduit au fait qu'il n'y a pas de rupture formelle, symbolique avec le régime franquiste. La majorité ne souhaite pas une justice transitionnelle qui poursuive les crimes de justice, et à ce fait s'ajoute une loi d'amnistie qui est prise en 1977, en particulier pour les violences commises pendant la transition, notamment celle de l'ETA, mais pas seulement, mais qui va, du même coup, écarter la possibilité de la poursuite des crimes franquistes. Alors par ailleurs, le souvenir de la guerre civile pendant cette transition hante les débats politiques, hante les débats parlementaires. On est obsédé par l'idée que on ne veut plus jamais ça. Alors qu'est-ce que ça reflète cette hantise d'un retour d'une deuxième guerre civile? Ça reflète évidemment le traumatisme de la guerre civile et sa violence, mais aussi, et là on entre dans le thème de notre numéro, le fait que les politiques mémorielles franquistes et la gestion de l'histoire, notamment de l'histoire de la guerre civile, par le régime franquiste, a encore aggravé, entretenu une mémoire divisée et traumatique. Au cours de cette transition, dans le discours public, la représentation de la guerre civile qui domine est celle d'une guerre fratricide, alors qui est une représentation qui s'ancre, qui se construit, qui se consolide à partir des années 1960. Guerre fratricide, c'est-à-dire une guerre qui oppose des Espagnols aux Espagnols, une guerre où il s'est commis des choses épouvantables des deux côtés et sur lesquelles on ne souhaite pas revenir. Donc ça, c'est le discours public, c'est la représentation dominante. Après, les historiens, pour autant, commencent à travailler sur la guerre civile pratiquement à ce moment-là. Alors, en réalité, pendant la transition, ce qui les intéresse le plus, c'est l'histoire de la Seconde République. Parce qu'ils y voient une sorte de terrain pour étudier le fonctionnement d'un régime parlementaire, d'un régime démocratique qu'ils sont en train de construire en Espagne. Mais dès que ce régime est établi, pratiquement en gros à peu près, enfin ça commence dans les années 70, mais le gros du mouvement va arriver dans les années 80, les historiens vont aux archives pour documenter de manière très positiviste l'histoire de la guerre civile, la conduite de la guerre, comprendre pourquoi la République a perdu la guerre, notamment, c'est une des questions qu'ils se posent, etc. Donc il faut bien voir quand même que cette idée, cette représentation dominante de la guerre civile comme une guerre fratricide et comme un dossier qu'on ne veut pas rouvrir n'empêche pas et coexiste avec un travail historien sur la guerre civile. Dès le début de la démocratie, des voix se sont levées en Espagne pour réclamer un retour critique du pays sur son passé récent, pour refuser cette vision irénique dont parlait Charlotte de la guerre civile comme un conflit fratricide dont tous les Espagnols seraient
également coupables, pour exiger la condamnation du régime franquiste et la reconnaissance de ses victimes. Mais au départ, ces voix sont très minoritaires et ce n'est qu'à la fin des années 90 que ces revendications prennent de l'ampleur et qu'elles bénéficient d'un relais médiatique. C'est le moment, au début des années 2000, où est créée l'association pour la récupération de la mémoire historique, qui encourage les exhumations des victimes républicaines des fosses dans lesquelles elles gisent depuis la guerre pour leur donner une sépulture digne et leur rendre hommage. Et toutes ces initiatives s'accompagnent dans le monde journalistique de la production de nombreux documentaires sur les vaincus et sur la répression franquiste. Et le processus se poursuit au milieu des années 2000 par l'adoption de politique mémorielle, une politique mémorielle par le gouvernement socialiste de Zapatero, dont l'élément le plus important est sans doute l'adoption en 2007 d'une loi dite de la mémoire historique, mais qui en réalité ne porte pas ce nom, qui est une loi qui est destinée à la réparation matérielle et symbolique des victimes du franquisme, et destinée aussi à retirer de l'espace public les symboles du régime qui étaient encore très présents. On a jusqu'en 2005 une statue équestre de Franco dans Madrid et le nom des généraux conjurés sur les noms de rues. Cette politique mémorielle suscite de vives oppositions à droite, au sein du Parti populaire, qui estime qu'elle divise les Espagnols, qu'elle compromette le consensus, la concorde, c'est le mot utilisé, acquis sous la transition démocratique, donc, dont eux s'estiment les dépositaires. Ils vont notamment reprocher au Parti socialiste d'instrumentaliser la mémoire républicaine en se présentant comme les héritiers, ce qui renvoie de facto la droite à une filiation franquiste. Estamos en el camino de una nueva era, en la que alcanzaremos nuestra meta, y nos pararemos a meditar. ¿Por qué llenábamos con nuestra imprudencia los cementerios y los hospitales? Y no sabíamos convivir ni respetar la vida. Algún día, la impunidad del franquismo será cosa del pasado. Elle reflète d'une part un changement générationnel, c'est-à-dire que ces revendications sont portées par la génération des petits-fils des acteurs de la guerre et notamment des républicains, qui critiquent à la fois la complaisance et l'ambiguïté officielle à l'égard du franquisme et l'absence de reconnaissance des victimes, et qui ont un discours très critique sur la transition démocratique pendant laquelle ils sont nés. Et le deuxième élément d'explication, c'est que la démocratie espagnole est consolidée et que c'est parce que cette solidité finalement autorise ou libère un discours critique qui n'était pas possible sans doute sous la transition démocratique. Ce mouvement a commencé il y a très longtemps, c'est-à-dire effectivement les mouvements mémoriels espagnols s'inscrivent dans un processus, un phénomène qui est assez international dans tous les pays qui ont connu à une période récente des dictatures. Dans le cas de l'Espagne, ce qui frappe, c'est la durée entre la fin de la dictature et l'émergence de ces revendications et de ces politiques. Et effectivement, la date clé, la fin des années 90, c'est un moment où, en fait, après le retour de la droite au pouvoir en 1996, on sent que ce qui est très nouveau, c'est l'irruption de l'histoire et des questions mémorielles dans le débat politique, avec un affrontement droite-gauche qui porte désormais aussi sur deux visions de la guerre civile, deux visions de la dictature, qui montrent qu'en réalité le consensus transitionnel était assez superficiel. Et l'engagement politique de cette génération des petits-fils et des petites-filles passe par un positionnement sur le passé. Ça fait partie d'un positionnement politique. Je pense qu'il y a cette génération des petits-fils et des petites-filles, évidemment, elle existe ailleurs. La mémoire s'est transmise dans le secret des familles parfois, et parfois, lorsqu'elle ne s'est pas transmise, c'est aux dépens de cette troisième génération. C'est cette troisième génération qui, dans certaines familles, est absolument ignorante et qui souffre de cette ignorance et qui veut savoir.
Ce qu'il est important de souligner, c'est que l'histoire de la guerre civile est un élément fondamental de la propagande franquiste. Pour une raison simple, le régime est né d'un coup d'État en juillet 1936 contre la République, un coup d'État qui a partiellement échoué, qui a divisé le pays en deux et entraîné une guerre, mais qui impose à ces théoriciens un travail de légitimation, d'interprétation de ces événements. Alors ils vont présenter le coup d'État militaire comme un soulèvement, c'est le mot qu'ils utilisent, alzamiento, un soulèvement préventif face à une révolution communiste imminente, qui est purement fictive. Et ils vont présenter la guerre comme une croisade contre l'anti-Espagne qu'incarne la République, ses valeurs, une République qui est dominée par le marxisme apatride, coupable de réformes délétères et incapable d'assurer l'ordre public. Et donc c'est une histoire officielle qui est construite donc sur des fictions, sur des mythes, notamment le mythe de la défense héroïque de la forteresse de Tolède, l'Alcázar, et sur le déni par exemple de la culpabilité franquiste du camp national dans la mort du poète García Lorca ou dans le bombardement de la ville basque de Guernica. Et c'est une histoire très manichéenne qui célèbre la guerre et qui perpétue la guerre et la division des deux camps en exaltant les victimes du camp national tombées sur le front, les caídos, auxquels elle dresse des mausolées, et de l'autre côté en stigmatisant ceux qu'elle désigne sous le terme générique de rouge. Cette histoire est pour l'essentiel écrite par des journalistes et des idéologues. Il faut attendre les années 60 pour qu'apparaisse une école historique scientifique franquiste autour du centre d'études de la guerre civile, qui est créé donc au milieu des années 60 au moment où est levée la censure militaire sur ces questions, mais ce centre est prudemment installé au sein du ministère de l'Information. L'histoire de la guerre civile, les premières histoires non franquistes de la guerre civile sont produites par ceux qu'on va appeler les hispanistes, c'est-à-dire les spécialistes de l'Espagne, notamment anglais, américains, français. Le livre notamment qui va sans doute connaître la plus grande diffusion est celui écrit par le Britannique Hugh Thomas, paru en 1961, qui va être très rapidement traduit en espagnol par les éditions Ruedo Ibérico, qui se trouvent en France, et auquel participe notamment Jorge Semplún, qu'on connaît bien, que les Français connaissent bien. Et ces livres vont avoir une diffusion aussi en Espagne. Franco mort et à partir de la transition, les historiens espagnols travaillant en Espagne vont œuvrer à la déconstruction des mythes franquistes. Et certains, parmi les plus importants, font l'objet d'une demande de positionnement officiel. Alors, je pense par exemple au cas de Guernica, du bombardement de Guernica, sur lequel revient un article dans le numéro, celui de François Gaudichaud. Alors, l'article n'est pas centré là-dessus, mais il l'évoque. La version franquiste de la destruction de Guernica, donc évidemment internationalement connue, qui a eu une résonance énorme du fait du tableau de Picasso montré au pavillon espagnol de l'exposition parisienne de 1937. D'exposition universelle à Paris, tenue à Paris, la thèse franquiste est celle d'un incendie volontairement déclenché par les républicains qui serait à l'origine de la destruction du village de Guernica. Et donc au cours de la transition, des historiens et des témoins interpellent le gouvernement pendant la transition en demandant que la vérité soit rétablie sur Guernica. Une commission est mise en place qui va chercher à documenter dans les archives qui sont encore fermées la vérité sur Guernica. Et cette histoire a partie liée avec l'ouverture des archives. D'abord, a le droit d'y accéder ce comité, puis cela va entraîner un processus qui va finalement permettre
à la fin des années 70, l'ouverture d'un gros fonds qui est un fonds documentaire confisqué et constitué à des fins policières par le régime franquiste, qui est versé qui est aux archives nationales à la fin des années 70, et ça marque le début de l'ouverture des archives. Après, d'autres fonds d'archives existent, dont l'accès est aujourd'hui toujours restreint. Alors c'est vrai, les archives policières notamment, ce que regrettent beaucoup d'historiens. Les archives privées du dictateur sont conservées par une fondation Francisco Franco, longtemps présidée par sa fille. Donc l'œuvre d'ouverture des archives n'est pas complète, mais bon, après il y a d'autres éléments qui entrent en jeu. Il y a évidemment la volonté politique et puis les moyens, puisque pour que les archives soient communicables, il faut des moyens, évidemment. Les historiens qui travaillent pendant la transition et les années 80 le font dans une démarche très positiviste. Il s'agit d'aller chercher dans les archives le vrai, de documenter les faits précisément pour rétablir la vérité falsifiée sous Franco. Dans le contexte des mouvements mémoriels à partir des années 90, et aussi dans le contexte du fait que cette histoire a été déconstruite et que on dispose d'un récit sur la guerre civile fondé sur des archives à partir de milieu-fin des années 80, l'historiographie de la guerre civile va aussi se définir et s'articuler en réaction à la résurgence en fait du discours franquiste. Ce qui se passe dans les années 90, c'est que les historiens sont confrontés à la réapparition des thèses franquistes, chez des auteurs qui sont extérieurs au monde universitaire, mais dont les ouvrages connaissent un grand succès de librairie, bien plus que les livres d'histoire produits par des historiens, et qui bénéficient aussi de la complaisance des médias conservateurs. Cette histoire que l'on a qualifiée de révisionniste, elle réactualise l'historiographie franquiste. Alors elle la réactualise parce que elle est obligée, elle ne peut plus imputer le coup d'État à une révolution communiste en préparation qui a été réfutée par les historiens, et donc elle produit une nouvelle chronologie. Elle situe le début de la guerre en 1934, au moment des révolutions des Asturies et de Catalogne, pour pouvoir continuer à imputer à la gauche la responsabilité du conflit, et contre toute vraisemblance, puisque la guerre n'a pas commencé en 1934. Alors, dans un premier temps, les historiens ont ignoré cette historiographie néo-franquiste, et puis finalement, assez récemment, ils ont mis leur autorité au service de la réfutation de ces thèses qui sont assez improprement, ils ont montré qu'elles étaient abusivement désignées comme des thèses révisionnistes, puisqu'elles ne font que réactualiser finalement des thèses très anciennes. Sans que ce soit une réponse directe évidemment au renouveau des thèses révisionnistes, les historiens constatent à partir précisément dans le contexte du mouvement mémoriel, ils constatent cette demande sociale de mémoire, ils constatent également la force et la résistance d'un certain nombre de mythes franquistes dans le discours public, dans les représentations collectives, etc. Et notamment celle de la guerre fratricide et d'une espèce d'idée que nous sommes tous coupables, nous sommes tous également coupables. Et face à ce constat, en fait, d'une certaine manière, de leur déprise sur l'histoire nationale, sur un récit national et sur la mémoire collective, face au constat que leurs travaux historiens qu'ils continuent de publier ne se traduisent pas par une transformation véritablement forte de cette mémoire collective, à partir à peu près de ce moment-là, certains d'entre eux vont rentrer de manière plus délibérée dans le débat public
en cherchant à sortir de l'université, à investir d'autres lieux, des médias, des sites internet, et surtout à s'associer à des associations de la société civile, éventuellement partisanes et notamment syndicales, pour porter leur savoir historien sur la place publique. Alors on peut prendre comme exemple la fondation en 2004 à l'Université Complutense de Madrid d'une chaire de la mémoire historique qui est portée par un montage institutionnel associant l'université avec des associations de la société civile liées à des organisations syndicales. Sur le lien entre l'université et les organisations syndicales, ça s'ancre quand même dans une histoire qui remonte à la transition, puisque dans le contexte militant de la transition, où savants, professionnels, experts, militants construisent ensemble une société démocratique, le besoin d'histoire des organisations partisanes et syndicales et le fait que les individus sont les historiens côtoient ou sont eux-mêmes militants et syndicalistes. Donc cette association n'est pas nouvelle en 2004, n'est pas nouvelle dans le contexte des années 2000, mais disons qu'elle est réactivée et renouvelée peut-être sous différentes formes. L'engagement des historiens dans le débat public prend aussi d'autres formes. Je pense notamment aux historiens qui se sont engagés dans le combat pour la poursuite judiciaire des crimes franquistes. Certains historiens, on peut citer Espinosa par exemple, enfin il n'est pas le seul, ou Julián Casanova, qui est donc un premier grand spécialiste de l'histoire de la guerre civile en Espagne, ont appuyé les recherches de leur savoir historien et de leur savoir-faire historien, les recherches du juge Garzón dans la procédure qu'il a ouverte pour poursuivre les crimes franquistes. La República Española entra hoy a formar parte de la gran familia republicana a la que pertenecen todas las naciones de América. On assiste depuis quelques années à un regain d'intérêt pour l'histoire de la Seconde République espagnole parce que c'est dans cette expérience politique que l'on cherche les causes de la guerre civile et aussi l'origine du régime qui s'est construit largement sur le rejet des valeurs et des choix politiques de la République et dans la destruction des hommes et des institutions qui les véhiculaient, comme le montre la répression qui s'abat sur les instituteurs de l'école publique, ou la mise en œuvre d'une recatholicisation de la société. La Seconde République espagnole est née d'une élection municipale qui a donné une majorité au Parti républicain dans les grandes villes espagnoles. Et cette victoire a entraîné l'exil du roi. Cette victoire électorale a été contestée par la suite dans l'historiographie franquiste. Qui a décrit la Seconde République comme un régime illégitime. Dans les années 70-80, deux visions de la République s'opposent, avec d'un côté celle des historiens anglo-saxons qui décrivent la guerre comme une conséquence des erreurs politiques de la République, qui est victime à la fois du caractère irréaliste de son programme de réforme, de laïcisation, de réforme agraire, mais aussi de ce qu'on a appelé la polarisation politique, c'est-à-dire l'effondrement du centre politique sous l'effet d'une radicalisation imputée selon la sensibilité politique de l'historien à la droite ou à la gauche. Inversement, les historiens espagnols qui ont commencé à s'intéresser à l'histoire de la République au moment de la transition démocratique parce que elle représente la dernière expérience libérale de l'histoire espagnole, ont de la République, ont donné d'elle une image plus positive, c'est une historiographie plutôt philo-républicaine. Ils l'ont présenté comme un moment de démocratisation unique en Europe et se sont focalisés sur les réformes des gouvernements de gauche. Et alors, ce débat se poursuit aujourd'hui sur la question de la violence politique pendant les années 1920-1930 et donc sous la République, sur la façon dont cette violence a contribué au déclenchement de la guerre et la question de son imputation plutôt à la droite fascisante ou plutôt à l'évolution révolutionnaire du Parti socialiste, pour faire vite. L'histoire du franquisme est dominée par une question qui est posée en fait assez tôt dans les années 60, qui est celle de la nature du régime franquiste.
Alors, est-ce que c'est un régime autoritaire, un régime fasciste, un régime fascisant? Bon, cette grande discussion historiographique sans cesse renouvelée, réactivée, etc. En fait, irrigue, et c'est dans le cadre de cette question-là que finalement toute l'histoire du franquisme vient s'inscrire. Alors, depuis les années 90, l'histoire du franquisme est très clairement dominée par le thème de la répression. Et ce thème de la répression vient évidemment nourrir une réflexion, des thèses sur cette nature du régime. Alors, pourquoi l'histoire de la répression domine-t-elle l'histoire du franquisme ? Évidemment parce qu'il s'agissait de rééquilibrer, là encore une fois, les mémoires. C'était aussi, ça faisait partie de cette œuvre de défalsification, de rétablissement des faits et du vrai que de documenter l'histoire de la répression. Alors cette histoire de la répression, ce qui est intéressant, c'est que depuis la fin des années 90, elle a évolué de l'histoire des violences physiques, des assassinats extrajudiciaires ou dans un cadre judiciaire qui constitue la répression politique. Elle s'est étendue à d'autres sphères, d'autres domaines, d'autres aspects de cette répression économique avec la spoliation des républicains ou des personnes assimilées au régime républicain. Évidemment, tout le système carcéral qui s'appuie en grande partie sur des corporations religieuses, donc sur l'Église. L'épuration de tous les domaines de l'administration civile. Alors évidemment, l'épuration par exemple de l'éducation nationale est un gros aspect de cette épuration, mais aussi gestion sélective, problème du ravitaillement, qui fait que en gros les personnes, les veuves, les enfants, les membres de famille de personnes assimilées par leur action ou leur profession ou leur position dans une société locale au régime républicain se trouvent systématiquement discriminés dans à peu près tous les domaines de la vie publique, si bien qu'ils leur vie pendant la longue après-guerre, vraisemblablement dans les années 50 voire 60, est extrêmement dure et marquée du sceau de cette répression. Alors, cette histoire nouvelle de la répression a tendance à s'étendre quasiment à toutes les sphères de la vie publique, et elle débouche en fait sur la question du contrôle social, puisque finalement toutes les politiques sociales, y compris celles qui sont censées venir en aide aux populations d'une manière ou d'une autre. Alors évidemment, celle qui a été la plus travaillée, c'est l'assistance, l'auxilio social, l'aide sociale qui est construite pendant la guerre sur le modèle de la Winterhilfe nazie allemande. Ces politiques sociales participeraient de la répression aussi, en mettant en œuvre une sorte de contrôle social généralisé et en remodelant la société dans le sens du régime. Donc cette nouvelle historiographie de la répression s'ancre dans un renouveau aussi historiographique qui est celui que connaît l'historiographie internationale depuis en gros les années 80, qui consiste à déplacer le regard, à ne plus considérer les institutions depuis leur leader, mais depuis tous les hommes et les femmes qui l'incarnent, mais aussi de s'intéresser beaucoup à l'homme de la rue, comme disent les Espagnols, aux individus, au local, et en gros c'est le tournant historiographique d'une histoire pragmatique, d'une histoire par les pratiques, où on regarde concrètement, localement et à l'échelle des individus, comment se sont traduites ces diverses politiques publiques, ces diverses formes de répression, qui en sont les acteurs, qui sont les collaborateurs, qui sont les victimes, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à devenir un bourreau. Les Espagnols parlent de perpetrador, et concrètement comment se déroulent, quels sont les mécanismes qui expliquent ces actes. Alors on reconnaît là en fait évidemment des questions qui sont celles qu'on s'est posées à propos du stalinisme, du nazisme, etc., ou du fascisme, et elle a permis de déplacer le débat sur le consensus, c'est-à-dire en gros la question n'est plus tant celle de la production d'un consensus depuis le haut de l'État que celle des mécanismes locaux et individuels qui conduisent les uns ou les autres à agir tantôt dans un sens, tantôt dans un autre. Et donc la lecture de opposition au franquisme, anti-franquisme et collaboration se complexifie énormément avec tout un éventail d'attitudes qui vont de la collaboration à la résistance, mais avec des tas de situations
intermédiaire, et puis aussi de variation d'une même personne dans le temps. Ce renouvellement d'une histoire de la résistance ou de la collaboration, etc., au ras du sol, puis aussi ces références chez Scott notamment, qui considère qu'un délit de droit commun ou un acte du type héberger, cacher quelqu'un chez soi, apporter de la nourriture à quelqu'un, est un acte de résistance, même s'il est infrapolitique. La place des femmes, du coup, et le rôle, la fonction des femmes est mise en avant par ces historiens. Donc même si la personne qui fait cet acte ne le formule pas elle-même comme un acte de résistance. Cette nouvelle histoire très au ras du sol, des attitudes individuelles sous le franquisme, s'appuie sur les sources d'archives locales, sur les sources judiciaires notamment, mais pas uniquement, et puis elle s'appuie beaucoup sur les sources orales. Hein. On est tout à fait je crois qu'on peut dire qu'on est tout à fait dans une ère du témoin en Espagne. Les historiens accompagnent et en cela ils retrouvent et ils rejoignent là encore le mouvement mémoriel dans lequel certains sont aussi engagés à faire des campagnes de collecte de témoignages comme le fait donc le mouvement mémoriel. No puedo hacer nada más que pueda decir mi hermano lo vuelvo a la vida como era porque era una preciosidad. L'Église catholique a soutenu le camp national pendant la guerre civile, elle a participé à la répression et elle a contribué à la construction de l'État franquiste. C'est un des piliers du régime avec l'armée et la phalange. Elle contribue à en définir l'idéologie, c'est ce qu'on a appelé le national-catholicisme par analogie avec le national-socialisme. Elle a notamment contribué à légitimer le pouvoir du général Franco en le présentant comme un homme providentiel envoyé par Dieu pour conduire la croisade contre le matérialisme athée que représente la République et sa politique de sécularisation. Elle est aussi présente dans les institutions du régime, où sont présents donc des membres de l'Église et de l'Action catholique, qui vont mettre en œuvre une politique de recatolicisation de la société, notamment en contrôlant l'éducation, les institutions correctionnelles, les prisons, mais aussi en jouant un rôle sur l'évolution des normes, notamment dans le domaine des mœurs, avec l'abrogation du divorce ou la répression de l'homosexualité, en obtenant le soutien aux œuvres catholiques comme l'Opus Dei, qui est très puissant, qui est une institution très puissante en Espagne, sous l'Espagne franquiste en particulier, et en étant présente dans l'espace, dans les symboles et la propagande du régime dans l'espace public. Alors, cette relation entre l'Église catholique et le régime franquiste évolue tout au long de la dictature. On a une première période qui englobe la guerre et l'après-guerre, qui est une période d'alliance. Une alliance qui se concrétise notamment par la signature d'un concordat avec le Vatican en 1953, mais qui n'est pas totale, puisque le clergé nationaliste basque, qui s'est opposé au coup d'État pendant la guerre, qui était de l'autre côté, a subi la répression, va constituer un des pôles de l'opposition antifranquiste, qui va beaucoup surveiller les prêtres basques et leurs homélies. Donc cette relation, elle évolue dans les années 50 et surtout les années 60, avec l'apparition d'une critique au sein de l'Église et du mouvement catholique, une critique à l'égard du régime, mais aussi à l'égard du caractère réactionnaire de l'Église et du catholicisme espagnol. Alors cette évolution, elle est liée à la fois à une évolution sociale générale, mais aussi à des évolutions propres à l'Église, à la rencontre, au dialogue entre les mouvements chrétiens et marxistes au sein de l'action catholique spécialisée, à la diffusion, à la circulation d'un certain nombre de courants intellectuels chrétiens comme l'existentialisme chrétien de Maritain ou la théologie de la libération au sein de l'Église qui fonctionne comme une structure qui est une internationale et qui connaît, l'Église donc qui connaît à partir de à partir du Concile Vatican II en 1962 un processus de modernisation. Alors, ce mouvement de critique à l'égard du régime, il commence tout d'abord dans ce qu'on appelait des communautés chrétiennes de base, chez les prêtres ouvriers, ou bien chez quelques intellectuels, qui vont obliger la hiérarchie dans un deuxième temps, plus tardivement, au début des années 70, à prendre position, à prendre ses distances avec le régime, ce qui se manifeste très clairement au moment de la transition, avec l'attitude notamment de l'archevêque de Madrid, Tarancón, qui a joué un rôle important pendant la transition. Alors, l'Église n'est pas l'épicentre
de l'opposition antifranquiste, mais sa défection, alors qu'elle est un allié, un des piliers du régime, a sur le pouvoir politique un effet assez dévastateur. L'histoire qui s'écrit actuellement en Espagne s'inscrit dans un contexte international, bien évidemment, dans une histoire européenne et dans une historiographie internationalisée. Les historiens qui l'écrivent depuis les années 90 sont depuis les années 2000, c'est la génération Erasmus, et depuis les années 90, c'est cette génération d'historiens qui fait des séjours à l'étranger, qui rencontre ses collègues dans des colloques, etc. Bref, elle est évidemment tributaire de cette nouvelle manière de faire de l'histoire que nous avons tous depuis les années 90, qui se caractérise par cette internationalisation. Alors, l'effet de cette internationalisation se traduit d'abord, et peut-être même de la manière la plus importante à mes yeux, par une relecture, une réinsertion de l'histoire espagnole dans un contexte international. Alors, ça paraît évident aujourd'hui, mais au fond, considérer la violence des débats politiques pendant la Seconde République et la violence dans la rue pendant la Seconde République, dans le contexte de la violence qui caractérise les débats politiques et la rue dans les démocraties d'Europe occidentale, si on restreint énormément, des années 30, permet de relire cette histoire espagnole dans ce contexte européen. Et donc cette relecture de l'histoire de l'Espagne dans le contexte européen fonctionne aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que penser cette histoire espagnole dans ce contexte européen permet de compléter notre intelligence de l'histoire de l'Europe. On peut évoquer l'exemple de la résistance qui est bien développé dans le numéro par 2 articles notamment. L'histoire européenne de la résistance au régime dictatoriaux, on va dire, pour ne pas rentrer justement dans les controverses sur la nature de ces divers régimes. Il s'agit d'une histoire internationale, elle prend des formes diverses, et on peut penser que les formes qu'elle prend en Espagne, cette résistance, dont les historiens montrent qu'elle s'inscrit aussi dans une histoire longue de conflits très locaux, dans les sociétés rurales notamment, on peut penser que cette pièce va apporter à la compréhension d'un phénomène européen sert l'intelligence générale de cette histoire européenne. Or, des premiers historiens qui s'intéressent à la République, à la Seconde République pendant la période de transition démocratique en Espagne, ont plus tendance à mettre en perspective les débats contemporains et la manière contemporaine de faire de la politique et de débattre de politique dans les années 70 avec celle de la Seconde République, plutôt que de penser la Seconde République par rapport à la République de Weimar ou à la République française, à la Troisième République. Donc ça c'est le premier point qui est à mon sens vraiment essentiel. Les historiens puisent actuellement leurs outils, leurs démarches, la formulation de leurs questionnements dans des historiographies qui portent sur d'autres régions du monde et en premier lieu, en ce qui concerne le franquisme, l'historiographie du nazisme et du fascisme. Alors là, c'est à mon avis très important. C'est très important parce que ça participe de cette internationalisation et de cette construction finalement d'une réflexion historienne internationale globalisée, oui, mais il y a aussi un usage presque politique de cette comparaison, puisque le régime franquiste dure quand même jusqu'en 1975 au moins. Or, les historiens préfèrent systématiquement comparer le franquisme aux dictatures nées dans l'entre-deux-guerres, en premier lieu le nazisme et le fascisme, plutôt que à partir de 1945, aux autres régimes européens qui lui sont contemporains. Et il y a évidemment une dimension politique à ce choix. Encore une fois, il s'agit de mesurer le franquisme à l'aune du nazisme et du fascisme. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Personal policial desaloje la sala. Il y a une circulation dans le monde hispanique de ces questions avec deux temps. Le moment, la transition démocratique en Espagne s'exporte, ces artisans souhaitent l'exporter comme un modèle de réussite dans des pays d'Amérique latine qui entrent dans la transition démocratique comme l'Argentine dans les années 80.
Et en même temps, aujourd'hui, il y a un processus inverse, c'est-à-dire que les Espagnols qui réclament des procès, notamment des hommes qui ont participé à la répression franquiste, ne pouvant pas le faire en Espagne à cause de la loi d'amnistie dont on a parlé tout à l'heure, vont se tourner vers la justice argentine et se servir du droit international qui permet de rendre imprescriptible un certain nombre de crimes. Voilà, donc il y a effectivement des échanges avec le monde latino-américain. Mais circulent à la fois outils, experts et vocabulaire aussi, ce qui est assez intéressant. La notion de disparu, par exemple, qui a été utilisée, qui est quand même très spécifique au cas argentin, via le droit international, s'applique désormais à des gens qui sont morts sans sépulture en Espagne. Alors, on peut juger que c'est un usage impropre du terme, et en même temps, il a une efficacité. Puisque ça permet de donner des droits et de déclencher un processus. Pourquoi c'est impropre le terme de disparu ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de disparu au sens argentin dans l'histoire du franquisme. Il y a beaucoup de morts, mais il n'y a pas de disparu. Mais effectivement, le terme a une efficacité et renvoie à tout un imaginaire, tout un mouvement juridique, social, etc. Tout ce dont on a parlé dans le numéro, dans les années 2000, les premières manifestations, les premières initiatives en faveur de cette récupération de la mémoire historique, portent davantage sur les exhumations de morts et le recueil de témoignages. Et le processus judiciaire commence maintenant. Donc on n'a pas pu, il est en cours et on n'en a pas rendu compte dans le numéro. Il n'y a pas eu de débat sur la forme du régime, il n'y a pas eu de retour à la République, et aujourd'hui cette question se pose, et elle est posée par des partis qui s'autorisent à critiquer la transition parce qu'ils n'ont pas participé. Parce que là, il y a un secteur de la vie politique qui a été exclu du processus transitionnel, et notamment les républicains de l'exil et une partie du mouvement anarchiste, et finalement ce sont leurs revendications qui sont aujourd'hui débattues, discutées, alors sans qu'il y ait une continuité parfaite entre les nouveaux courants de la gauche et ces courants politiques plus anciens, mais on sent que ce débat qui n'a pas eu lieu, qui n'a pas pu avoir lieu pendant la transition, eh bien il a lieu maintenant. Et le débat historiographique a, je pense, partie liée avec les questions politiques actuellement débattues.